merci au collectif pour m'avoir invité ce soir pour parler avec vous. Merci à vous d'être présents et de vous intéresser à ce qui se passe en Palestine, à Gaza. Je dirais, quand on regarde un peu les images, quand on voit les informations, on est parfois sidéré de ce qu'on voit. Et sidéré aussi du fossé qui se crée entre ce qu'on voit, c'est-à-dire la réalité d'un génocide quasiment assumé, et le peu de réaction de la communauté internationale, et non seulement le peu de réaction de la communauté internationale, mais la manière dont les États-Unis arment les fauteurs de guerre, et dont la manière dont l'Europe les arme éventuellement, comme les Allemands, ou les arme politiquement en leur donnant une espèce de brevet de droit à se défendre. Et hier encore, notre président de la République à Rabat, dans le discours qu'il a fait au Parlement marocain, a dit qu'Israël avait le droit de se défendre. Et ce fossé, il est inquiétant, j'y reviendrai un peu dans le débat, mais il faut bien comprendre que la manière dont les politiques et les médias en Occident en général, et c'est évidemment une généralisation, parlent et voient le conflit, n'a rien à voir avec la manière dont l'ensemble de la planète non occidentale voit ce conflit. C'est-à-dire l'idée que, je veux dire, vous allez dans les pays dits du Sud, je veux dire, l'idée que c'est un génocide est une idée qui ne pose pas problème. L'idée qu'Israël commet des crimes avec l'appui des Occidentaux est acceptée, et je dirais le discours, si vous voulez, ici on dirait, dans tous ces pays, il y a un discours pro-palestinien, moi je dirais un discours favorable au droit international. Mais cette coupure aussi, moi c'est une chose un des éléments que je trouve inquiétant dans ce qui se passe, c'est la coupure qu'il y a entre l'Occident et le reste du monde. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un fossé énorme et d'une certaine manière en dévalorisant les principes dont l'Occident se réclame, c'est-à-dire des droits humains, de la défense du droit international, etc. Là, on a l'impression que ce droit est bafoué et les pays du Sud voient que nous le bafouons au-delà de nos déclarations, c'est-à-dire malgré nos déclarations, nous le bafouons. Et que nous ouvrons la porte à un monde dans lequel il n'y aura plus de droit international. Si demain il y a un autre conflit, qui ira dire aux Chinois « mais vous n'avez pas le droit d'envahir Taïwan ou vous vous comportez mal » Qui ira dire à un gouvernement qui massacre ses voisins « vous n'avez pas le droit de faire ça » Je veux dire, c'est vraiment la loi du plus fort qu'on est en train d'avaliser, quoi. Alors bon, il y a eu des choses, j'y reviendrai peut-être dans l'intervention, il y a eu évidemment l'arrêt de la Cour internationale de justice, il y a la Cour pénale internationale qui a dit qu'il fallait inculper, le procureur de la Cour pénale internationale qui a dit qu'il fallait inculper Netanyahou et Galland de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, mais pour l'instant tout ça ne débouche sur rien et ce fossé est vraiment, vraiment inquiétant. Je reviendrai après surtout sur la position en France et la position du gouvernement français et pourquoi on est arrivé à une telle situation par rapport à un gouvernement français qui, traditionnellement, en tous les cas, il y a 15 ou 20 ans, avait des positions relativement équilibrées sur la question de la Palestine, réclamait la création d'un État palestinien, le droit des Palestiniens à l'autodétermination, soutenait l'OLP, etc. Comment on est passé de cette position à une position de soutien en fait inconditionnel aujourd'hui à Israël, malgré des critiques. Mais encore une fois, ayons conscience du fossé que nous créons. Et le fait que, si vous voulez, par exemple, pour la France, le Maghreb, c'est important, on l'a vu avec la visite du président de la République au Maroc, on le voit avec les relations avec l'Algérie et la Tunisie, mais dans tous ces pays, aujourd'hui, la France est totalement rejetée par tout le monde, c'est-à-dire toutes les élites politiques, qu'elles soient communistes, socialistes, islamistes, etc., dénoncent le double discours français. Pourquoi français? Parce qu'ils voient les télévisions françaises, ils ont accès à ces télévisions françaises, et ils disent, mais si c'est ça la démocratie, si c'est ça le pluralisme, on n'en veut pas.
C'est-à-dire, vous êtes en train de justifier un génocide. Et ça, c'est grave. Enfin, c'est grave pour tout l'Occident, mais c'est grave pour nous, Français. C'est-à-dire que, bon, comme je dis, on s'est fait expulser de plusieurs pays africains. Moi, je pense que demain, on se fera expulser du Maghreb de la même manière. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est potentiellement grave. Bon. Maintenant, je vais revenir un peu à l'origine de tout ça, c'est-à-dire, enfin, dans le discours médiatique, c'est-à-dire le 7 octobre. Et il y a eu des tas d'articles, de reportages sur ce qui s'est passé le 7 octobre, et on est toujours sommé de se prononcer par rapport au 7 octobre. Et moi, quand on me demande qu'est-ce que vous pensez du 7 octobre, ma réponse est de dire j'aimerais parler de ce qui se passait le 6 octobre. C'est-à-dire, on a l'impression que jusqu'au 6, on avait une situation tranquille, il y avait la paix, il y avait le calme, et que brusquement, il y a une série de fous furieux qui ont décidé d'attaquer Israël et de tuer des Juifs, puisque c'est ça la manière dont, par exemple, le président de la République, notre président de la République, a qualifié le 7 octobre, c'est-à-dire le plus grand massacre de Juifs du XXIe siècle. Donc, je crois que c'est important de rappeler, parce que le 6 octobre, on avait en Israël un gouvernement d'extrême droite, avec des fascistes comme Smotrich et Ben Gvir, mais avec eux, ils sont ouvertement fascistes, suprémacistes juifs, etc., mais avec un gouvernement qui était essentiellement d'extrême droite, qui menait une politique, d'abord à l'égard de Gaza, qui était la poursuite du blocus, 15 ans de blocus, je veux dire, imaginez, c'est-à-dire que pour sortir de Gaza, je veux dire, c'était quasiment impossible. Pour importer du chocolat, ce n'était pas possible. Pour importer... les Israéliens inventaient des listes de produits qui étaient soi-disant dangereux, mais en fait qui visaient à rendre la vie impossible aux Palestiniens. Donc il y avait ça. Il y avait un développement de la répression en Cisjordanie sans précédent, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 7 octobre 2023, il y a eu plus de gens tués par l'armée israélienne et les colons que depuis la seconde intifada. Mais ça, on n'entend pas parler. Comme je dis, la situation est calme. Quand on dit que la situation est calme en Palestine, c'est-à-dire qu'on ne tue que des Palestiniens. Dès qu'on tue un Israélien, ça devient un casus belli, mais quand on tue les Palestiniens, ça ne l'est pas. Puis il y avait aussi un problème qui est très important pour les Palestiniens, c'est celui des prisonniers politiques. Il faut dire des prisonniers politiques, et en partie on peut dire des otages, c'est-à-dire des milliers de Palestiniens qui sont en tôle, soit parce qu'ils ont été condamnés par une justice aux ordres, et quand on parle de la justice, autant la justice israélienne peut être relativement équilibrée quand on parle d'une justice à l'égard des Juifs israéliens, autant avec les Palestiniens elle ne l'est pas. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, on avait, je crois, 3000 prisonniers administratifs. Prisonniers administratifs, c'est une chose inimaginable, je veux dire. C'est des gens que vous mettez en tôle. Tous les 6 mois, leur incarcération est prolongée. Vous n'avez pas besoin de présenter de preuves. Vous n'allez pas devant un tribunal. Et c'était parce que vous êtes considéré comme dangereux. Le plus étrange dans cette loi, c'est que ces lois qui permettent ça ont été instaurées par la puissance mandataire avant Israël, c'est-à-dire les Britanniques. Vous savez que les Britanniques ont géré la Palestine de 1918 en fait jusqu'à 1948, et ils avaient instauré des lois pour lutter contre le terrorisme juif. À l'époque, c'était les groupes qui menaient des actions contre l'armée britannique. Et ces lois étaient appliquées. J'ai retrouvé d'ailleurs, c'est étonnant, il y a quelques mois avant la création de l'État d'Israël, il y a eu un meeting organisé par les groupes sionistes pour dénoncer ces lois, et le gars qui a parlé, qui était un juriste, a dit « Même en Allemagne nazie, on n'avait pas ce type de loi ». Ce type qui disait ça, il est devenu ministre de la Justice après, et il a appliqué ces lois aux Palestiniens. Donc, vous avez des milliers de gens qui vivent ça. Et la question pour ceux qui ont été là-bas, vous savez à quel point c'est important la question des prisonniers
des prisonniers palestiniens. C'est-à-dire, quasiment, il n'y a pas une famille qui n'a pas quelqu'un, bon, c'est des familles élargies, mais quelqu'un de sa famille qui est en prison, etc. Donc, et puis, dernier élément de tension, si on peut dire, c'est la politique à la fois de colonisation, c'est-à-dire c'est pas seulement on tire sur les Palestiniens, il y a une politique d'extension de la colonisation, de confiscation des maisons palestiniennes, notamment à Jérusalem-Est, et puis toute une série d'incursions sur la mosquée El-Aqsa, qui est, bon, comme vous savez, un lieu saint de l'islam, avec la volonté de changer le statu quo qui existe depuis 1967. Donc il y avait une vraie offensive contre les Palestiniens. Et puis, enfin pas plus grave, mais d'une certaine manière, le monde avait oublié la Palestine. Si vous regardez un peu les 10 dernières années avant le 7 octobre, il y avait eu la paix, Trump avait négocié la paix entre les Émirats arabes unis, le Bahreïn et ensuite le Maroc, aussi le Soudan, mais le Soudan c'est beaucoup plus incertain ce qu'ils ont signé. Et puis il y avait des négociations pour faire une reconnaissance mutuelle, enfin d'établir des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et Israël. Et pour les diplomates, pour Israël, pour les diplomates occidentaux en général, c'était, bon, maintenant c'est fini, la question palestinienne, ce n'est pas si important que ça, elle va disparaître, on va trouver des moyens pour gérer au coup par coup, mais finalement, la Palestine est effacée de la carte. Et symbole de ça, en septembre 2023, Netanyahou, le Premier ministre israélien, fait un discours, comme tous les ans, vous savez, en septembre, il y a l'Assemblée générale des Nations unies, et tous les chefs, beaucoup de chefs de gouvernement vont là-bas. Il fait un appel à la paix, Netanyahou, et il montre une carte de la région, et sur la carte de la région, il n'y a pas la Palestine. Donc on est vraiment à un moment où la Palestine est en train de disparaître. Alors bon, on peut dire qu'elle n'a pas disparu, parce qu'il y a, ne serait-ce qu'il y a encore des millions de Palestiniens, mais politiquement, c'est vrai. Alors il y a en plus, pèse évidemment la division entre le Fatah et le Hamas, entre Ramallah et Gaza, etc. Mais on est dans cette situation qui doit nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors, quand on veut comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre, alors il y a une explication qui est venue tout de suite et qui s'est imposée dans les médias et contre lesquels il était pratiquement impossible de s'inscrire en faux, c'est-à-dire les quelques personnes qui essayaient de dire mais peut-être que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre étaient accusées de soutien du Hamas, de soutien du terrorisme, etc. Donc il y avait une volonté de complètement casser l'idée qu'il y avait une explication. Et surtout, il y avait l'idée qu'avec le Hamas, on était face au mal absolu. Et c'est d'ailleurs, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas le terme de terrorisme, d'organisation terroriste. On peut avoir des actions terroristes au sens où des actions qui tuent des civils. Mais une organisation terroriste, je ne sais pas ce que c'est. Aucune organisation, si vous voulez, les organisations communistes, elles veulent le communisme. Les organisations islamistes veulent instaurer un pouvoir islamique. Personne ne veut instaurer le terrorisme. Mais ça a un grand avantage, et il faut vraiment voir à quel point ça pèse dans l'opinion. Ça a un grand avantage, c'est que ça diabolise complètement l'adversaire, et ça fait quelque part qu'on n'est plus dans une guerre normale, on est dans une guerre contre le mal absolu. Et dans une guerre contre le mal absolu, il n'y a plus aucune règle qui tient. Si les Palestiniens sont, comme disait le ministre de la Défense, des animaux humains, il faut lutter contre eux comme on lutte contre des animaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a pesé. Donc, si on veut sortir de ça et penser que les organisations politiques, y compris le Hamas ou le Hezbollah ou les autres, ont une logique politique, et que, franchement, vous n'avez pas besoin de lire le Coran pour savoir pourquoi le Hamas mène telle ou telle action, ou le Hezbollah. Si vous les analysez en termes politiques, il y a une explication. Vous pouvez ne pas être d'accord, je veux dire, personne ne demande d'être d'accord avec la stratégie. Mais au moins écoutez ce qu'ils disent. Or, le 7 octobre au matin, Ismail Haniyeh, qui a été depuis assassiné par les Israéliens en Iran, fait un discours où il explique ce qui s'est passé.
Et il explique pourquoi ils font ça. Et qui commence en disant, nous vous avons averti. Ça fait des mois et des mois qu'on vous avertit sur le blocus, sur les incursions sur les lieux saints de l'islam, sur les prisonniers politiques, et vous n'avez pas répondu. Et quel est notre but? Et il définit un certain nombre de buts. Un, c'est de porter un coup à l'appareil militaire israélien et de casser le sentiment israélien que l'État d'Israël est capable de les protéger. Et il mène une opération militaire, il faut savoir, je reviendrai après sur les crimes qui ont été commis pendant cette opération, mais il mène une opération militaire pour casser ce qu'on appelle la division Gaza, qui est la division qui enserre Gaza depuis le blocus. Ils prennent contrôle de toute une série de points militaires, et ils sont d'ailleurs extrêmement surpris parce que le système de défense israélien s'effondre vraiment. Il y a eu vraiment 24 heures de panique totale du côté israélien. Donc, ils font ça et, oui, ils portent un coup à l'idée qu'Israël peut avoir la paix sans une solution à la question palestinienne. L'autre chose qu'il dit aussi très clairement, il dit « Nous voulons casser le rapprochement entre Israël et les pays arabes ». Et là aussi, ils ont réussi. C'est-à-dire qu'il y a une rationalité dans leur action, mais ils ont réussi. C'est-à-dire que les négociations entre l'Arabie saoudite et Israël sont stoppées, que l'Arabie saoudite a nettement durci son ton par rapport à la perspective d'un État, par rapport à la perspective d'une paix avec Israël. Donc ça, c'est important. Une petite digression à propos de la paix. Durant l'Assemblée générale des Nations unies, il y a eu 3 ministres des Affaires étrangères arabes qui ont fait une conférence de presse et je ne sais plus quel journaliste occidental, évidemment, leur dit « mais vous ne voulez pas la paix », etc. Et le ministre des Affaires étrangères jordanien s'est vraiment fâché. Il a dit « ça fait 15 ans que l'organisation des pays arabes, l'organisation de la conférence islamique, 73 pays, il a dit, ont dit très clairement que le jour où il y avait un État palestinien en Cisjordanie et Gaza, ils reconnaissaient Israël. » Donc, en fait, ce n'était pas ça vraiment si vous voulez, c'était pas ça comment dire, bon, évidemment, l'objectif d'Israël, c'est pas ça, parce qu'il refuse l'État palestinien. Mais c'est important de le dire aujourd'hui par rapport à... Ça fait des décennies que le monde arabe a accepté l'idée de la création d'un État palestinien en Cisjordanie et Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Donc, l'intervention du Hamas a cassé ce rapprochement. Pour combien de temps, j'en sais rien. Peut-être que demain, ça reviendra. Mais c'est quand même important, à dire. Et puis, la troisième chose, c'est qu'ils ont remis la question palestinienne au cœur de la diplomatie. Brusquement, tous ces dirigeants occidentaux, dont le nôtre, qui ne parlaient plus d'État palestinien, ont tous dit « Ah, il faut une solution à 2 États ». Personne n'explique comment ils vont arriver à une solution à 2 États alors qu'ils ne sont même pas capables d'arrêter le génocide en cours. Mais c'est important de le dire parce que c'est une manière de dire que oui, la Palestine, ce que nous on écrit, enfin les gens qui connaissent un peu la région savent, la Palestine est au cœur, c'est-à-dire c'est une question qui va bien au-delà de la question des 7, 8, 10 millions de Palestiniens qui sont là. C'est une question beaucoup plus importante, c'est une question symbolique. C'est le dernier cas, un des derniers cas de décolonisation non achevée. Ça a vraiment une force pour l'ensemble du monde arabe. Et pour ceux qui connaissent et qui voyagent, vous pouvez rencontrer, je dirais, les intellectuels arabes que vous pouvez rencontrer, ils sont divisés sur tout. Vraiment, ils peuvent s'insulter sur 1000 choses, sur les printemps arabes, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était une manœuvre, est-ce que c'était un complot occidental, etc. Mais il y a une question qui les unit, c'est effectivement la solidarité avec la Palestine. En tous les cas, au niveau des opinions, évidemment, pas des gouvernements. Donc, on est là on peut dire, du point de vue des objectifs que se fixait le Hamas, ils ont obtenu un succès. Et quand, après la reconnaissance par l'Espagne de l'État palestinien, Netanyahou dit « vous récompensez les terroristes », c'est-à-dire vous récompensez le Hamas, oui, il a raison. Oui,
C'est-à-dire que le Hamas a réimposé la question palestinienne. Alors, pas suffisamment, la preuve, c'est que, comme on dit, le génocide continue, mais je crois que c'est très important. Alors maintenant, il y a... qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre concrètement? Alors, il faut comprendre, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il se trouve que j'avais un ami égyptien qui était à Gaza le 7 octobre, et, parce qu'il est marié à une Palestinienne de Gaza, qui m'a raconté un peu des choses qui ont été confirmées, enfin qu'on a pu voir. Donc il y a une première vague des troupes d'élite, disons, du Hamas, qui vont prendre la ceinture de Gaza, vont casser l'appareil militaire, etc., etc. Et puis, comme j'ai dit, ça s'effondre et les frontières s'ouvrent. Et il y a des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza qui arrivent et qui vont piller en partie. C'est-à-dire, ils prennent des choses, ils sont sous blocus depuis 15 ans, donc ils trouvent des choses qu'on ne trouve plus à Gaza. Prendre des otages, c'est-à-dire que le Hamas voulait prendre des otages, mais en nombre limité, parce que ils ont pris 250 otages le copain égyptien m'a raconté qu'au soir du 7 octobre, les cadres du Hamas allaient faire le tour des maisons pour essayer de récupérer les otages, parce qu'ils pensaient que les gens, ça créerait trop de problèmes. Et pourquoi les gens prennent des otages quand même? C'est par rapport à ce que j'ai dit, parce qu'ils savent qu'ils peuvent les échanger contre des gens de leur famille qui sont otages, qu'eux considèrent comme des otages. Alors on peut dire que ce n'est pas bien, ils prennent des otages, quelles que soient les conditions, c'est même un crime de guerre, mais c'est la situation. Alors, durant cette attaque, il y a eu, comme vous savez, en gros 1200 personnes qui ont été tuées, plus ou moins 1100 Israéliens et puis une centaine de travailleurs asiatiques qui ont été tués. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de ce qu'on peut appeler les crimes ou les crimes de guerre? D'abord, c'est important à rappeler que ce qui a été le cœur de la propagande israélienne dans les premières semaines, c'était un mensonge absolu. C'est-à-dire 40 bébés décapités. Vous savez que l'histoire des 40 bébés, c'est vraiment... Alors, vous savez, je veux dire, c'est pas forcément fabriqué au sens où quelqu'un dans un cabinet a pensé que... Mais quand il y a une si grande confusion, il y a des bruits qui circulent. Mais après, il y a la manière dont le gouvernement utilise ça. Et les 40 bébés, d'un côté, 2 jours après, il y avait une vidéo du ministère des Affaires étrangères israélien qui ressortait cette idée. Et puis, les Israéliens l'ont utilisé à tel point que quand Joe Biden visite Israël le 10-12 octobre, il fait une déclaration en disant « J'ai vu les photos des bébés décapités ». Je ne sais pas si on lui a montré des fausses photos, s'il a menti, s'il était un peu sénile, enfin j'en sais rien, mais c'est important cette histoire parce que ça a vraiment marqué les gens. Puis il y a eu l'histoire de la femme éventrée, enceinte, éventrée dont on avait arraché le bébé, de la rescapée de l'Holocauste qu'on avait mis dans un four, enfin des choses épouvantables qui n'ont pas eu lieu. Et c'est évident que ça a été un élément qui a favorisé la campagne de génocide israélien. C'est ce que je dis à propos du terrorisme, c'est-à-dire si vous pensez que l'ennemi c'est le mal absolu, et s'ils sont capables de regrouper et d'équiper 40 bébés, c'est le mal absolu, à ce moment tout est justifié. Et à ce moment, effectivement, les médias ont totalement justifié ce qui se passait à Gaza dans les premiers mois, avec les bombardements massifs. Alors bon, je ne reviens pas, ça vous le savez. Alors, donc, comme j'ai dit, sur les 1200, il y a 400 militaires, 800 civils. Une partie ont été tués par des Palestiniens, je vais expliquer dans quelles circonstances, mais il faut aussi dire qu'une chose qui est importante, c'est qu'une partie a été tuée par l'armée israélienne. C'est-à-dire, il y a des directives de l'armée israélienne qui remontent à 2006, quand le Hezbollah avait enlevé 2 militaires israéliens, qui s'appellent les directives Hannibal, qui autorise l'armée israélienne à tirer sur des convois
ou des voitures de gens qui essayent d'enlever des otages israéliens, y compris au risque de tuer les otages israéliens. Et on sait maintenant que ça a été à une échelle relativement importante. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, au départ, il y a eu l'idée qu'il y avait eu 1400 morts. Et puis finalement, ça a été ramené à 1150 pour passer à 1200, parce que je crois que maintenant, ils ont ajouté aussi un certain nombre des otages qui sont morts. Brusquement, il y a 200 personnes qui ont disparu. Et d'où venaient ces 200 personnes? C'était des gens dont les corps avaient été carbonisés et que les Israéliens ont pris pour des Israéliens, enfin l'armée israélienne, quand elle est arrivée, a pris pour des Israéliens, mais qui ne pouvaient pas avoir été tués par les Palestiniens parce que les Palestiniens ne disposaient pas des bombes qui permettaient de carboniser, de tuer de cette manière des Palestiniens. Dernier élément, oui, il y a eu des crimes de guerre. Bon, comme j'ai dit, prendre des otages, c'est un crime de guerre, mais il y a eu aussi des civils qui ont été tués par des... alors, des fois, c'est des combattants de Hamas, des fois, c'est des civils qui ont été... alors, évidemment, ce n'est pas justifiable. Je veux dire, tuer un civil n'est pas justifiable. Mais on ne peut pas se limiter à ce type de raisonnement. Pourquoi? Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a, après 70 ans d'occupation, après 15 ans de blocus, un sentiment de haine qui se développe chez les Palestiniens et qui peut se transformer en des choses barbares, oui. Mais c'est une réponse, je dirais, moi je dis que c'est une réponse à la barbarie coloniale. Et en travaillant sur le livre, je suis tombé sur quelque chose qui permet de comprendre ce qui s'est passé. En 1956, vous savez, Gaza est un territoire qui a une histoire très particulière. C'est une partie de la Palestine. Il était prévu pour le plan de partage pour le futur État palestinien. Et à l'issue de la guerre entre Israël et les pays arabes, il passe sous contrôle égyptien. Mais alors que la Cisjordanie va être annexée par la Jordanie, il garde un statut autonome. Et il y a des tensions à la frontière entre Gaza et la ceinture de kibbutz qui s'installe, c'est les mêmes qui ont été attaqués ici, dans les années, enfin qui s'installent à partir de 48-50. Et puis en 1956, il y a un jeune garde israélien, un jeune garde des kibbutz, il faut... Comment dire, ils montent la garde pour éviter que des Palestiniens les attaquent, que des Palestiniens rentrent, etc., qui est enlevé par des Palestiniens et tué dans des conditions assez horribles. Et ça soulève une immense émotion en Israël. Immense, vraiment. Et Moshe Dayan, qui est à l'époque le chef d'état-major de l'armée israélienne, qui va devenir le ministre de la Défense et qui est un des militaires les plus connus en Israël, se trouve être sur place et il prononce l'éloge funèbre du jeune gars. Et il dit deux choses. Il dit, un, ça nous confirme dans le fait que nous ne pouvons résister que par la force. Il faut être sur nos gardes, nous armer, etc. Mais il rajoute quelque chose qu'aujourd'hui aucun dirigeant israélien ne rajoute. Il dit, il faut que vous compreniez, les gens qui sont derrière les barbelés, c'est les gens que vous avez expulsés, dont vous avez pris les terres. Les kibbutz dont on parle aujourd'hui, dont on vous dit c'est des gens qui étaient pour la paix, etc., ils ont été édifiés sur des terres palestiniennes après l'expulsion des Palestiniens. Et ils vous voient en train de... C'est Moshe Dayan qui parle. Ils vous voient en train de faire fructifier le désert, entre guillemets, c'est ironique, et eux, ils n'ont pas à manger. Et il faut comprendre la haine qu'ils ont. Et je dis, une des choses mais qui est aussi l'histoire du colonialisme, c'est-à-dire le colonialisme, c'est la barbarie du colonisateur, mais ça peut susciter la barbarie des colonisés aussi, en termes de revanche. C'est ce qu'on a vu en Algérie. En Algérie aussi, il y a eu des crimes qui ont été commis. Oui, il y a eu des crimes qui ont été commis. Des fois, c'était l'expression de la haine après 130 années d'occupation, et d'une occupation dont on sait qu'elle a été aussi, enfin, à l'époque on n'employait pas le terme, mais génocidaire. Donc, il faut prendre ça en compte. Et ça m'amène à une remarque, et je terminerai sur cette partie en tous les cas, c'est
Quand on parle du droit humanitaire international, c'est très important de dire qu'il y a un droit de la guerre. Ce n'est pas parce que vous menez une guerre que vous pouvez... il y a un droit, c'est que vous n'avez pas le droit de tuer des civils, vous n'avez pas le droit de violer, évidemment, vous n'avez pas le droit de prendre des otages, etc., etc. Mais il faut dire en même temps que ce qui est essentiel avant le droit humanitaire, c'est le droit politique international. C'est-à-dire le fait que ça fait 70 ans que le droit à l'autodétermination des Palestiniens est refusé. Et que tant qu'on n'aura pas réglé ça, la violence sera le résultat de ça. Elle n'est pas le résultat du fait que les Palestiniens sont barbares, etc. Et elle est le résultat du fait qu'on mène, je veux dire, on les a mis dans des conditions où ils peuvent commettre ce type d'acte. Et si vous voulez, des fois je me dis, bon, j'espère que Netanyahou et Gallant seront traînés devant la Cour pénale internationale. Mais comme vous savez, enfin, le procureur a proposé qu'ils soient traînés devant la Cour pénale internationale et que des dirigeants du Hamas le soient aussi. Pour moi, enfin, en termes juridiques, c'est vrai. C'est-à-dire, on a des crimes de guerre des deux côtés, des crimes contre l'humanité des deux côtés. Mais je me dis, mais écoutez, imaginez qu'en 1952, en 1956, la Cour pénale internationale ait existé et qu'elle ait eu à juger la guerre d'Algérie, qui est ce qu'on appelle la guerre d'indépendance du peuple algérien. Ils auraient pu dire, on va inculper les dirigeants français et les dirigeants du FLN, parce qu'ils ont tous commis des crimes. Et c'est vrai, enfin, je veux dire, objectivement, c'est vrai, il y a eu des crimes commis par le FLN, parfois horribles, je veux dire, bon. Mais là, c'est un appel non pas à ne pas respecter les lois internationales, mais à mettre l'accent sur ce qui me semble essentiel, c'est-à-dire la politique. C'est-à-dire, à l'origine, ce n'est pas la méchanceté ni des Israéliens ni des Palestiniens qui est en cause. Ce n'est pas le fait qu'ils sont gentils ou méchants. C'est la question de l'occupation, d'une occupation que la Cour internationale de justice vient de déclarer illégale. Et c'est important de dire, parce que ça, des fois les gens disent, mais toute occupation est illégale. Non, pas du tout. Si vous occupez un pays à l'issue d'une guerre, légalement, vous avez le droit de le faire. Vous êtes tenu par les conventions de Genève, par le droit de la guerre. Israël n'a pas du tout respecté, mais c'est légal. Et là, au bout de 70 ans, la Cour internationale de justice a dit, mais au-delà d'un certain temps d'occupation, ce n'est plus légal. Donc c'est illégal. Donc c'est ça qui est réellement très important à comprendre si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Je voudrais dire maintenant quelque chose à propos de la politique française et un peu européenne. Bon, les Américains, ils soutiennent Israël de manière depuis très longtemps, même si aujourd'hui il y a dans les élites américaines, notamment dans le Parti démocrate, un certain nombre de changements. Mais l'Europe était quand même traditionnellement, disons, plus nuancée. C'est-à-dire, bon, aucun pays européen, même pas la France, qui avait parfois des mauvaises relations avec Israël, ne remettait en cause le droit d'Israël à l'existence et à la sécurité, mais il y avait l'idée qu'il y avait une question d'injustice qui était l'occupation et qu'il fallait le régler. Et que cette politique, elle a été inaugurée par le général de Gaulle en 1967, et dans une fameuse conférence de presse en novembre 1967, il a dit, cette phrase vraiment prémonitoire, il a dit « Israël organise l'occupation. L'occupation ne peut pas aller sans répression. La répression suscite la résistance, qu'Israël appellera le terrorisme. » Il avait tout dit. Et les différents gouvernements français qui sont venus après ont quand même plus ou moins, avec des nuances, été dans ce sens et ont joué un rôle actif pour faire reconnaître le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Et le plus étonnant, c'est que celui qui a le plus fait de ce point de vue, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Je veux dire, bon, qui n'était pas un gaulliste, qui était considéré comme un homme de droite pro-israélien. Quand il est élu, les Israéliens sont fous de joie, etc. Et c'est lui qui va d'abord ouvrir le bureau de l'OLP à Paris, accepter l'ouverture du bureau de l'OLP. J'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Un chant d'amour, qui raconte un peu les relations entre Israël
la France et la Palestine. Et il y a un dessin, c'est Chirac qui apprend en se rasant le matin que Giscard a permis une ouverture de l'OLP. Et Chirac est fou de rage. Et pendant cette période, contrairement, il a après changé d'image, heureusement, et de politique, il n'est pas très pro-palestinien. Et quand Arafat vient à Paris, il est maire de Paris, il refuse de le recevoir. Il est maire de Paris, je ne suis plus sûr s'il est maire, mais enfin, il refuse d'être présent. Il y a deux personnes qui refusent, c'est Laurent Fabius et Jacques Chirac, qui refusent de recevoir Arafat, enfin de le voir pendant sa visite. Donc, on a un gouvernement français qui agit, un gouvernement français qui va être la locomotive de la déclaration de Venise en 1980, c'est Giscard qui est toujours président, qui dit quels sont les principes de la paix. C'est le droit d'Israël à la paix et à la sécurité, le droit des Palestiniens à l'autodétermination et la reconnaissance de l'OLP comme représentative des Palestiniens. Quand Giscard fait ça, à l'époque c'est Begin qui est Premier ministre, et il dit les Français veulent nous obliger à négocier avec le Hitler arabe. Enfin bon, c'est un discours permanent, ça a toujours été... Les Palestiniens étaient toujours les Hitler. Il ne faut pas croire que la stigmatisation des Palestiniens et de leurs dirigeants a commencé avec le Hamas. Avec le Hamas, on peut rajouter une couche, entre guillemets, islamiste, mais avec Arafat, c'était terroriste, payé par les soviétiques, etc., etc. Donc, la France va jouer un rôle et va être un des éléments moteurs du changement qui va se produire dans la scène internationale, avec les pays européens qui vont reconnaître l'OLP, avec l'ouverture de négociations avec l'OLP, avec le processus d'Oslo, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'a été le processus d'Oslo, pourquoi il a échoué, mais la France a joué un rôle actif. Elle a joué un rôle actif parce qu'elle sait quelque part que ce qui se passe dans la région a des conséquences directes sur nous. Ce n'est pas simplement une... Pour les Américains, c'est très loin le Proche-Orient. Ils ont des intérêts pétroliers, d'alliance avec Israël, etc., mais c'est très loin. Nous, c'est quasiment, comment dire, comme une question de politique intérieure, pour beaucoup de raisons, dont la présence de communautés musulmanes et juives en Europe importantes, etc., mais aussi la proximité au sens géographique. C'est-à-dire, s'il y a une guerre dans la région, s'il y a des retombées, c'est d'abord sur l'Europe. Et puis, ça va changer. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre pourquoi. Pour moi, il y a plein de raisons, ce n'est pas une seule raison, il faudrait revenir sur l'évolution de la politique française et pourquoi petit à petit la tradition gaulliste a été abandonnée, etc. Mais une des choses, c'est qu'il y a eu un changement de la vision ou de la lecture par les élites françaises et occidentales de ce qui se passait en Palestine. Ce qui était perçu comme un conflit d'occupation, c'est-à-dire en disant il y a un occupant, un occupé, il faut que l'occupé ait le droit de vivre de manière indépendante, a été petit à petit transformé en un des fronts de la guerre contre le terrorisme. Alors évidemment en France, avec les attentats de 2015, ça a évidemment accentué ça, et avec l'idée que, comme la force essentielle palestinienne était le Hamas, avec l'idée que on lutte contre le terrorisme international, et le terrorisme international, c'est l'islamisme radical, etc., etc. Donc, on a inscrit petit à petit ce conflit, non pas comme un conflit d'occupation, quelle que soit la force qui lutte contre l'occupation, mais comme un conflit de la guerre contre le terrorisme. Et c'est venu parallèlement, et c'était particulièrement en France de manière importante, avec un discours des élites de plus en plus fort sur une menace intérieure. C'est-à-dire les musulmans sont une menace intérieure pour la France, pour notre modèle laïque, pour le modèle républicain, etc. etc. Et ils menacent la laïcité, et la laïcité est devenue, malheureusement, parce que je pense que ce n'est pas la laïcité de 1905, mais c'est une relecture de la laïcité. La laïcité est devenue une arme de guerre contre les musulmans, et les musulmans sont devenus une espèce de cinquième colonne,
avec quelque chose, je ne sais plus quel, je crois que c'est Daniel Schneiderman qui, dans un article, faisait remarquer, c'était bien avant le 7 octobre, il disait quand on parle des banlieues et quand on parle de la Palestine, c'est les mêmes images qu'on montre, c'est les mêmes types de discours qu'on a. On a affaire à des barbares, on ne comprend pas pourquoi ils se révoltent, ils n'ont pas de raison de se révolter, et là, brusquement, voilà. C'est comme ça qu'on lit la Palestine, c'est comme ça qu'on lit les banlieues, et ça c'est accentué pour des raisons, à mon avis, en partie politiciennes, avec cette idée de séparatisme, je veux dire, que les musulmans voudraient vivre de manière séparée. Qu'il y ait des ghettos, c'est évident, c'est pas nouveau, mais ce n'est pas les musulmans qui s'installent dans les ghettos, c'est nous qui mettons les pauvres qui sont pour beaucoup des musulmans dans des ghettos, ce qui n'a pas grand-chose à voir. Et de ce point de vue, il y a eu un livre qui a suscité un peu de débat, malheureusement pas assez, qui illustre mon propos. C'est un livre qui a été fait par 3 sociologues de Lille, qui s'appelle « La France, je l'aime mais je la quitte ». Il faut une étude sur plusieurs milliers de cas de cadres issus de l'immigration, je ne sais pas comment on peut être issu de l'immigration, en gros des musulmans, quoi. Je veux dire, et quand je dis des musulmans, ce n'est pas au sens religieux, c'est parce qu'ils s'appellent Mohamed ou Fatima, qui sont l'exemple de la réussite du modèle républicain. C'est-à-dire, ils ont passé tous les obstacles, c'est-à-dire 3 fois plus que leurs congénères français de souche, pour devenir banquiers, pour devenir chercheurs, pour devenir hommes d'affaires, etc., etc., et qui décident de quitter la France. Et ils expliquent pourquoi. Et en fait, moi je l'ai vu autour de moi, c'est-à-dire que ils disent on en a assez d'être interrogé sans arrêt sur nos origines. C'est-à-dire, vous vous appelez Mohamed, tu veux pas, pourquoi tu ne manges pas de porc? Pourquoi tu ne bois pas de vin? Pourquoi tu mets un foulard? Pourquoi tu fais ramadan? Et si par hasard, vous mangez du porc, vous buvez du vin, vous ne faites pas ramadan, c'est suspect parce que vous avez sans doute attaqué, c'est-à-dire un truc complètement inventé, c'est-à-dire l'idée qu'il faut maintenir quelque chose au secret pour devenir demain un terroriste, quoi. Et c'est intéressant de les écouter parce que nous, souvent, on pense aux exclus en termes de les pauvres dans les banlieues, enfin, où il y a de vrais problèmes sociaux, etc. Mais le problème, c'est que, et ça c'est vraiment une particularité française, cet ostracisme à l'égard des musulmans. Et où ils vont ces gens-là? Ils ne vont pas en Arabie Saoudite, ils vont en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, où il y a aussi des formes d'islamophobie, mais pas sous cette forme qui est très dure. Et qui fait qu'aujourd'hui, moi je suis frappé, souvent quand j'ai fait un grand nombre de débats, disons, depuis le 7 octobre, et je suis frappé par le fait qu'après, il y a plein de jeunes, moins jeunes musulmans, au sens, encore une fois, je n'essaie pas de définir qu'est-ce que c'est un musulman, mais au sens Fatima ou Ahmed, qui viennent me voir en me disant « mais ce que vous dites, nous, on n'ose pas le dire ». Parce que si on osait dire ça dans notre travail, bien que je ne parle même pas des gens qui n'ont pas la nationalité française, bien qu'ils soient français, il dit on serait ostracisé, on risque de perdre notre travail. Et il y a eu effectivement, comme vous savez, une répression sans pareil. C'est-à-dire, avec l'Allemagne, on est le pays où la répression du discours favorable aux Palestiniens a été le plus forte. Et c'est une des raisons, ce n'est pas la seule, qui explique que le fait que la mobilisation en France a été moins forte que par exemple au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ça ne pose aucun problème de dire oui, on voit les gens, on est musulmans et avec les Palestiniens. Et personne ne va dire vous n'êtes pas britannique ou vous êtes. En France, c'est ça. Je veux dire, il y a cette pression et cette répression. Je veux dire, il y a eu des centaines de cas de gens qui sont inculpés ou condamnés des fois pour apologie du terrorisme. Et des fois, inculpés, et je crois que le procureur a raconté 1 an de prison avec sursis pour avoir écrit Israël assassin. C'est quand même inimaginable. Moi, on a écrit des choses dans notre jeunesse sur le USA assassin, USA SS, etc. Jamais on a été inculpé pour
Donc là, il y a vraiment quelque chose de particulier à la France. Dernier élément, qui est quand même un des éléments de ce qui se passe depuis quelque temps, c'est l'accusation d'antisémitisme. Elle a toujours existé. Je rappelais tout à l'heure, je me souviens très précis, après la seconde intifada, on a eu les mêmes accusations d'antisémitisme qui ont été faites. On a oublié, Edgar Morin a été condamné pour antisémitisme avant de gagner son procès en appel. Je veux dire, il y a eu des choses inimaginables. Mais là, ça a atteint un niveau sans précédent. Il y a des officines israéliennes, ou financées par les Israéliens, qui poursuivent des gens déterminés. Enfin, il y a eu, je sais pas, il y a plusieurs centaines de gens qui sont... il y a eu des militants syndicaux, on est vraiment dans l'idée que si vous contextualisez ce qui s'est passé le 7 octobre, ce que je viens de faire pendant je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, vous êtes susceptible d'être accusé d'apologie du terrorisme. Et c'est vraiment quelque chose de grave et qui est... donc, et être accusé aussi d'antisémitisme, qui est en France une des accusations les plus graves. C'est-à-dire, moi j'ai eu des amis à moi, par exemple, pour ceux qui le connaissent, Daniel Mermet, qui avait l'émission Là-bas si j'y suis. Il a été inculpé d'antisémitisme, il a été lavé, mais pour lui c'était un choc. Moi, franchement, bon, c'est pas le fait que j'ai des origines juives et qu'il fait que j'en ai rien à faire, mais j'en ai rien à faire d'être accusé. Mais il y a des gens pour qui c'est vraiment difficile dans la société française avec l'héritage de ce qu'a été Vichy, etc. Effectivement, c'est quelque chose qui pèse sur les gens et qui est une espèce d'interdiction de parler. Ce qui est le plus extraordinaire, moi je dis des fois, c'est quand même tous ces gens qui ont été Charlie au nom de la liberté d'expression, au nom de le droit à tout dire, qui approuvent toutes ces mesures de répression. C'est quand même quelque chose d'assez inimaginable. Et ce qui est intéressant sur cette accusation d'antisémitisme, qu'on a vu d'abord fleurir aux États-Unis et aussi en Europe, c'est le fait que un des aspects les plus intéressants du mouvement de solidarité avec les Palestiniens, c'est la participation des Juifs. Aux États-Unis, c'est plus frappant qu'en France, pour des raisons qu'on pourra expliquer de l'organisation de la communauté qui est beaucoup plus diverse et beaucoup moins alignée qu'aux États-Unis, mais qu'en France. Mais le fait que ces jeunes juifs dans le Parti démocrate aujourd'hui jouent un rôle décisif, au lieu de mettre ça en avant, on a mis en avant le fait qu'ils étaient antisémites. Et on essaye de monter en épingle des choses antisémites. Qu'il y ait des actions antisémites, c'est évident. Je veux dire, on ne peut pas, le gouvernement israélien, le gouvernement israélien ne peut pas dire à tout le monde, à l'opinion française et à l'opinion internationale, nous sommes les Juifs, et après s'étonner que des jeunes pas très politisés se disent, mais les Juifs, les Israéliens, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils sont en train de... Enfin, moi, j'ai toujours dit que Israël prenait en otage les communautés juives du monde et elle les mettait en danger. C'est d'ailleurs, c'est curieux, c'est... Comment il s'appelle, cet ancien ministre de la Santé, Kouchner, qui a dit ça. Il dit ce qui se passe en Israël, ça va renforcer l'antisémitisme. Alors, ça veut dire quand même que pour lui, les Juifs et Israël, c'est la même chose. Mais il dit quelque chose de vrai. Oui, c'est effectif. Les gens ne sont pas forcément tous politisés, ils n'ont pas lu 50 bouquins, etc., etc. Et quand Israël dit les Juifs et les Israéliens, c'est la même chose, quand ils voient des jeunes Français, Belges, d'origine juive aller participer au génocide de Gaza, je veux dire, bon, voilà, on peut essayer de il faut les éduquer, ces jeunes, il faut faire la différence entre sionistes, juifs et israéliens, mais il faut aussi montrer la responsabilité d'Israël dans cet amalgame. Voilà, alors, je n'ai pas beaucoup parlé de la situation sur le terrain. Je crois que, je dirais...
pour moi, le résumé, c'est ce qu'a dit l'avocate irlandaise qui défendait l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Elle dit que c'est la première fois dans l'histoire où on voit un génocide en direct filmé par ces victimes qui appellent au secours et personne ne répond. Pour moi, ça résume ça, et je pense qu'ici, on n'a pas besoin de beaucoup de développement. Sur est-ce que c'est un génocide ou non, moi je dis que c'est un génocide, mais c'est vrai que la qualification juridique de génocide, ça prend du temps, parce que si on veut que ce soit vraiment qualifié au sens juridique, mais il faut attendre 5 ans que tout le monde ait été massacré, et pour qu'on dise après 5 ans, oui, il y a eu un génocide, mais vous êtes tous morts et c'est pas important. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez absurde. Donc il y a ce génocide. Ce qui est terrible, c'est que non seulement il continue, mais en même temps, maintenant, il s'étend en toute la région. C'est-à-dire, Israël mène une guerre aujourd'hui sur 6 ou 7 fronts, c'est-à-dire Gaza, Jérusalem-Est, Cisjordanie, Yémen, Syrie, Liban, Iran, Irak 8. C'est-à-dire, il y a vraiment une espèce de volonté. Alors, c'est clairement affirmé une volonté de redessiner la carte. Ils le disent ouvertement. C'était, il faut le rappeler, la volonté israélienne en 1982 quand ils ont envahi le Liban. C'était la volonté américaine quand ils ont envahi l'Irak. Le résultat de tout ça, c'est l'accumulation de catastrophes, l'affaiblissement des États et la possibilité de rentrer dans des crises permanentes sans solution. C'est-à-dire l'État irakien a mis 10 ans à se reconstituer, et encore avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de tensions. Donc, mais il y a quand même une extension c'est-à-dire quand Israël dit nous allons faire du Liban un second Gaza, je veux dire, c'est inimaginable qu'on puisse tenir un discours comme ça avec notre président de la République. Après ça, disent Israël a le droit de se défendre. Je veux dire, c'est. Alors peut-être un mot quand même, parce que ça, c'est une chose qui. C'est effectivement sur le Hezbollah. Et pourquoi le Hezbollah est rentré dans la bataille à partir du 8 octobre. Pour le Hezbollah, comme pour l'Iran, comme pour ce qu'on appelle l'axe de la résistance, la Palestine, ce n'est pas une question extérieure, ce n'est pas une question secondaire, c'est une question centrale. C'est une question d'identité très forte. Et leur stratégie, à partir du 8 octobre, ça a été de dire on fait pression sur Israël pour aider le Hamas et pour aider Gaza. Avec un discours qui a toujours été très clair. Le jour où il y a un cessez-le-feu à Gaza, nous arrêtons. Ce n'est pas du tout un discours de on va détruire Israël. Donc ça, c'est important. Et deuxièmement, tous les gens qui connaissent la situation géopolitique savent que l'Iran ne veut pas la guerre. Le pouvoir iranien est dans une situation très difficile parce qu'il fait face à une opposition interne très importante qu'on a vue au moment du mouvement des femmes, parce qu'ils subissent des sanctions très dures, parce que la vie quotidienne est terrible, et que donc le régime, son objectif, c'est de survivre. Ce n'est pas de libérer la Palestine. Et depuis 2 ans, 3 ans, c'est leur politique, c'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, rétabli des relations avec l'Arabie saoudite, ils ont, avec tous les pays arabes du Golfe, et comme vous avez vu, quand il y a eu la dernière attaque israélienne contre l'Iran, l'Arabie saoudite a refusé de laisser les avions israéliens traverser son espace aérien. Donc, pour eux, c'est essayer à la fois de rétablir des relations avec l'environnement des pays arabes, mais aussi avec les Américains. C'est-à-dire qu'il y a des négociations, maintenant elles ont cessé, mais il y avait avant le 7 octobre des négociations secrètes sur la question du nucléaire iranien. Les Iraniens cherchaient un compromis. Donc ils n'ont pas du tout poussé le Hezbollah. Au contraire, ils ont fait pression sur le Hezbollah, ce qui a posé d'ailleurs des problèmes internes à l'organisation, pour ne pas aller au-delà d'un certain niveau d'attaque. Et quand vous regardez l'action entre le 8 octobre et le moment où Israël lance son offensive contre le Hezbollah, il y a extrêmement peu de civils qui ont été tués, et il y a extrêmement peu de bâtiments civils qui ont été touchés. Ils ont visé des objectifs militaires. La force était que ça a obligé Israël à évacuer 60 000 personnes
du nord d'Israël, ce qui était une pression sur Israël, c'est une manière de participer au conflit entre les Palestiniens en faisant une pression sur Israël, mais ils n'ont pas été à l'escarade, ils n'ont pas utilisé, on le sait, les armes les plus stratégiques qu'ils avaient, ils auraient pu frapper l'aéroport de Ben Gurion, etc. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne veulent pas cette extension. En fait, la décision d'étendre la guerre, c'est vraiment une décision israélienne. Alors, une des choses qui est difficile à saisir, c'est quels sont les objectifs israéliens, à part l'idée de redessiner la région, à part cette idée, mais qui à mon avis, qui n'est qu'une partie de l'explication en disant que Netanyahou ne veut pas la fin de la guerre, parce que le jour où il y a la fin de la guerre, il va passer devant les tribunaux pour corruption, parce qu'il y a des choses... Bon, c'est sans doute un des éléments, mais ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a aujourd'hui, avec le coup très sérieux qu'ils ont porté au Hezbollah et au Hamas, une espèce de vertige du succès. C'est-à-dire l'idée tout est possible, nous allons arriver. Mais je pense que ça va susciter leur perte. C'est-à-dire que déjà, la situation au Liban Sud, ils n'arrivent pas à la maîtriser parce qu'ils ont eu un nombre de morts relativement élevé dans leur truc. Et puis parce que ils s'isolent de plus en plus sur la scène internationale, sur la scène de l'opinion publique internationale. Et même si ça ne se traduit pas au niveau des gouvernements, il y a eu là 1000 écrivains qui ont dit « nous ne collaborerons jamais avec les maisons d'édition israéliennes ». Il y a eu le fait que les écrivains israéliens sont quasiment plus invités en Europe, etc. Il y a des choses qui... il y a le mouvement dont vous connaissez BDS, le boycott des investissements en sanctions. Il y a des choses qui quand même pèsent. Et il y a une détérioration sans précédent de l'image de marque d'Israël, qui pour l'instant ne se traduit pas malheureusement par le fait que nos gouvernements en tiennent compte pour faire, mais qui est quand même quelque chose d'important. Quoi qu'il en soit, Israël est dans une impasse aussi parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. C'est-à-dire, oui, ils ont détruit Gaza, mais en même temps, ils savent que le jour où ils évacuent Gaza, c'est le Hamas qui reprend le contrôle du territoire. Ils l'ont vu d'ailleurs. Vous savez ce qui s'est passé à Jabalia depuis 15 jours et qui est vraiment... Il n'y a pas de terme pour qualifier ces massacres, etc. C'est la troisième fois que l'armée israélienne libère, entre guillemets, Jabalia en disant on en a fini avec le Hamas. Et en fait, chaque fois, le Hamas se reconstitue, parce que le Hamas, ce n'est pas seulement les gens qui combattent à l'heure X, c'est tous les gens qui ont vu leur famille massacrée, etc., et qui sont prêts à tout pour attaquer les Israéliens. Donc, ils n'ont pas liquidé le Hamas, ils n'ont pas libéré les otages. Le seul moment où il y a eu une libération importante d'otages, c'est des négociations. Quand il y a eu des négociations entre Israël et le Hamas. Donc, ils n'ont pas... Et le Hezbollah, même si... bon, c'est un peu tôt pour savoir exactement les conséquences à long terme sur la force du Hezbollah. Mais on voit en tous les cas au niveau militaire qu'au sud, ça ne se passe pas si bien pour Israël, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait à Gaza, et que le Hezbollah garde des atouts militaires qui sont relativement importants. Et là aussi, la destruction... Alors, il y a une des volontés... vous savez, les guerres coloniales, pour ceux qui se souviennent, elles s'accompagnaient en général de ce qu'on appelait le regroupement des populations. Il s'agissait de... Vous savez, c'était Mao Tse-tung qui disait il faut que la guérilla soit dans la population comme un poisson dans l'eau. Et les gens qui ont théorisé la contre-insurrection ont dit il faut vider l'eau. Et l'eau, c'est la population. Et donc, il y a eu des regroupements qui ont été faits je crois qu'il y a eu un tiers de la population algérienne des campagnes qui a été regroupée, etc., etc. On assiste un peu à la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée qu'on est en train de rendre les conditions de vie évidemment de la population de Gaza, mais aussi d'une partie de la population libanaise invivables, avec l'espoir qu'ils vont se retourner contre le Hamas ou ils vont se retourner contre le Hezbollah. Donc là, il y a une stratégie, mais bon, on va voir comment elle est menée. En attendant, je veux dire, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, et que malheureusement, même si le discours médiatique a un peu changé par rapport à ce que c'était le 8 octobre, on est quand même très loin de l'idée qu'on est en train de vivre un génocide sans précédent
je veux dire, le niveau de destruction à Gaza, je ne sais plus où j'avais trouvé ça, je l'ai écrit, c'est le niveau de destruction des villes allemandes en 44-45, quoi. Dont on disait, mais vous savez, sur les tapis de bombes, sur Leipzig, etc. Bon. Et c'est la même chose face à des gens qui n'ont pas d'armes anti-aériennes, qui n'ont pas d'aviation, etc. Donc il y a une volonté de tout détruire. Et il y a une volonté de tout détruire parce que dans la stratégie israélienne, l'idée fondamentale, c'est quand même de vider la population. C'est l'idée sioniste depuis l'origine. C'est-à-dire, il faut... Israël, c'est un extraordinaire succès du mouvement sioniste. Ils ont réussi à faire dans des conditions très difficiles, en jouant les alliances internationales, etc. Ils ont créé l'État d'Israël. Et en même temps, ils ont fait que sur le territoire historique de la Palestine, aujourd'hui, c'est-à-dire Israël, Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, il y a, sans même parler des réfugiés palestiniens, il y a entre 7,5 millions de juifs israéliens, 7,5 millions de Palestiniens. Et ça, c'est un des dilemmes du mouvement sioniste. Ils ne peuvent pas être un mouvement démocratique, Israël ne peut pas être un État démocratique et un État juif. Parce qu'un État juif, ça donne des privilèges à une partie de la population qui est juive. Donc là, il y a une espèce d'impasse du projet, et je pense que ça reste dans les projets d'essayer de pousser la population dehors. En même temps, la population, elle a appris que s'ils s'en vont, ils ne reviennent pas. Donc personne n'a envie de se revenir, et on voit à quel point, par exemple, Gaza, dans le nord de Gaza, les gens essayent de s'accrocher, mais on ne peut pas s'accrocher tout le temps. Enfin, c'est possible qu'ils y arrivent. Et c'est un des projets qu'il y a. Vous savez, quand on parle de projet, il y a souvent l'idée qu'il y a des gens dans des bureaux qui font des complots. C'est pas comme ça. Il y a des opportunités qui se présentent et dont le gouvernement israélien va se saisir dans le cadre d'une vision globale qui est de vider les Palestiniens. Et là, en ce moment, là où ils espèrent arriver, sans doute, est-ce qu'ils y arriveront, je ne sais pas, c'est de vider le nord de Gaza et de recoloniser. Vous avez vu, il y a eu des conférences avec des gens du gouvernement israélien disant qu'il faut recoloniser Gaza, comme vous savez qu'il y a eu des colonies jusqu'en 2005, et puis des gens qui disent qu'il faut coloniser le sud du Liban. Ça m'amène à une petite... Enfin bon, il y a tellement de choses à dire que mais bon, je parle... Une des choses qui est quand même, il faut comprendre, c'est le consensus qu'il y a aujourd'hui en Israël. Et ne vous faites... Enfin, la focalisation sur Netanyahou, elle est absolument injuste. Ce n'est pas Netanyahou qui mène cette politique. Cette politique a un consensus. Comme vous savez, ils viennent de voter l'interdiction de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Tous les députés juifs, il y a une dizaine de députés arabes, et tous les députés juifs ont voté ça. Et ceux qui, très courageux, la gauche entre guillemets, c'est-à-dire le Parti travailliste, ils n'étaient pas présents. Ils ont décidé de ne pas être présents pour ne pas oser voter contre. Quand il y a eu il y a eu deux choses. Je crois que c'est Lapid, qui est donc un des dirigeants de la soi-disant opposition, qui a reproché au gouvernement israélien de ne pas avoir tapé l'Iran assez fort. Et le leader du parti travailliste, qui est aujourd'hui allié au Meretz, qui était censé être une organisation pour la paix, qui a appelé à occuper le sud Liban. Donc on est vraiment dans un contexte où, bon, on essaiera, si vous voulez, dans les questions, je reviendrai, où il y a un consensus très important autour du gouvernement israélien. C'est vrai que le 7 octobre a provoqué un choc. Il a provoqué un choc d'autant plus que c'était, d'une certaine manière, pour les Israéliens qui s'aveuglaient totalement de la situation. C'est frappant parce que, je ne parle même pas de Gaza, parce que les Israéliens n'ont pas accès à Gaza, mais même la Cisjordanie, les Israéliens ne voient pas la Cisjordanie. Ils ne voient pas les Palestiniens. Vraiment. Au sens, pas physiquement, mais d'imaginer ce qu'ils vivent. Et donc, quand il y a quelque chose comme le 7 octobre, ils se disent, mais ils sont mauvais, c'est le mal, etc. Ce n'est pas le résultat des actions que nous faisons, mais c'est le fait qu'ils représentent le mal absolu. Voilà, la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, je reviendrai là-dessus, c'est... bon,
ne cacherai pas qu'il y a, j'imagine, chez tous une espèce de découragement en se disant, bon, mais écoutez, ça fait 1 an que ça dure, combien de temps ça va durer, etc. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais c'est important de comprendre, en tous les cas, pour ce qui est de la France, que nous avons un combat à mener. Ce n'est pas simplement de trouver que ce que les Palestiniens font, que les Israéliens font, c'est pas bien, mais c'est de savoir comment on combat ça. Alors, il y a plein de manières de le combattre. C'est-à-dire, il y a les mouvements de solidarité comme ce soir qui organisent ça. Il y a le mouvement BDS sur les sanctions avec un certain nombre de sanctions très ciblées. C'est important de rappeler, le BDS, c'est pas on sanctionne tout ce qui a un rapport avec Israël, mais ils ont choisi Carrefour, BNP, enfin, parce qu'on ne peut pas tout boycotter. Mais voilà, il y a ce mouvement. Et puis, il y a quelque chose pour moi, bon, parce que je suis journaliste et parce que je me bats avec les idées, avec les mots, etc., c'est il faut convaincre. Et pour convaincre, il faut être capable de convaincre. C'est-à-dire, même si je pense qu'ici, on est à peu près tous d'accord sur ce qui se passe, il faut aller parler aux voisins de ce qui se passe et d'être capable de répondre avec des gens qui ont subi un vrai lavage de cerveau. Moi, il y a encore des gens qui me disent, mais regardez, ils ont égorgé les bébés. Je dis, mais vous savez, le 7 octobre, il y a eu un nourrisson qui a été tué, ou deux, il y a deux, c'est tout. Et à Gaza, il y en a eu 770 en 1 an, il y a eu 770 nourrissons. Donc voilà, mais il faut savoir ça, il faut le faire. C'est pour ça, bon, évidemment, je fais l'article, si je peux dire, d'Orient 21, mais ce qui me semble important dans Orient 21, dans ce que nous faisons, c'est qu'on vous donne des arguments. Pas idéologiques, c'est pas de dire Israël c'est mal et les Palestiniens c'est bien, etc. Mais pour essayer de démonter ce discours, pour essayer d'avoir des arguments convaincants, avec le fait que la plupart des gens, si vous voulez, vous comprenez, vous êtes intéressés par la Palestine, mais la plupart des gens n'ont pas forcément le même niveau d'implication. Et ils écoutent la radio et franchement, c'est un vrai lavage de cerveau. Donc, il faut arriver à les convaincre, il faut avoir les arguments pour les convaincre. Et c'est ça que nous pouvons faire dans notre milieu professionnel, autour de nos amis, et aussi dans nos partis politiques. Parce que j'ai rien dit sur les partis politiques, mais je veux dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces partis politiques n'ont pas été à la hauteur des choses, même si la France insoumise a été le plus actif en soutien aux Palestiniens. Le PC, il y a des tensions internes visiblement sur différentes positions, mais enfin bon, l'UMA en général a vraiment bien défendu les Palestiniens, mais en dehors de ça, ça reste quand même pas bien. Et vous êtes dans des partis ou des organisations. Là, le collectif, il regroupe des tas d'organisations. C'est faire bouger la chose. Excusez-moi, il y a plein de choses que j'ai oubliées, que je n'ai pas eu le temps de développer, mais je voudrais développer une dernière chose sur le Rassemblement national. Parce que je trouve que là, on a atteint un niveau intéressant. Pas intéressant. Voilà, c'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est que toute la classe politique, à l'exception de la France insoumise, a avalisé la manifestation contre l'antisémitisme du 12 novembre, 13 novembre, je ne sais plus, oui, 12-13 novembre, et la présence du Rassemblement national. Le Rassemblement national savait qu'il y a un dernier obstacle à son accès au pouvoir, c'est l'antisémitisme. Et ils ont utilisé ça, et ils sont devenus aujourd'hui les principaux soutiens d'Israël. Et ce n'est pas seulement en France, l'extrême droite, qui reste antisémite, qui reste profondément antisémite, dont une partie des dirigeants continuent à être des négationnistes en Europe de l'Est, soutiennent Israël. Et pour le gouvernement israélien, ça leur est égal que Orban fasse des déclarations antisémites ou que tel parti roumain soit antisémite, du moment qu'ils soutiennent Israël. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi de très dangereux et qu'il faut vraiment dénoncer. Et la question est de savoir, et je termine là-dessus, pourquoi il y a ce soutien, pour une raison simple, c'est-à-dire que dans cette guerre contre
dans cette guerre qu'il y a à Gaza, Israël mène notre combat. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Ça n'empêche pas de dire, moi je dis, pour eux, c'est dire, aujourd'hui les musulmans, demain ça sera les juifs. Hein. C'est pas qu'ils vont devenir très prosémites, etc. Mais il y a cette transformation qui est très inquiétante et qui, encore une fois, s'inscrit dans cette espèce de climat d'islamophobie qui existe dans notre pays et qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire que l'antisémitisme soit, je ne sais plus, c'est un titre de Charlie Hebdo, l'antisémitisme est passé à Gouda, d'une CNews, l'antisémitisme est passé à gauche. Enfin, on est vraiment dans une espèce de discours qui, à mon avis, a pris en partie, hein, je veux dire, il n'est pas sans conséquence, mais qui est très dangereux parce que, au-delà même de la question de la Palestine, nous créons les conditions non seulement de la montée du racisme anti-musulman, mais aussi demain de l'antisémitisme en France. Merci. Merci pour votre démonstration. Je voulais juste vous demander s'il était possible d'avoir votre avis, dans le bilan que vous avez fait de l'avant 7 octobre, votre avis sur le soutien de Netanyahou pour que le Fatah devienne ce qu'il est devenu. Le Hamas, pardon. Oui, excusez-moi, le Hamas, bien évidemment. On va prendre plusieurs questions. Ça peut... Oui, c'est simplement pour compléter la question, peut-être, je ne sais pas, quid de l'autorité palestinienne et de l'ensemble des mouvements de la résistance palestinienne. Je crois qu'il y avait eu une réunion, je ne sais pas si c'est en Chine, en tout cas, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que ça représentait quelque chose d'important et de nouveau par rapport à ces questions? Une autre question, à l'origine, quelles étaient les raisons du soutien des USA à Israël, je veux dire à l'origine, après la création, au moment de la création et après la création? J'ai lu dans un journal qui s'appelle La Dépêche que sur les 42 franco-israéliens auxquels la France a rendu hommage le 7 février, la moitié étaient des soldats franco-israéliens, dont 12 tués après le 7 octobre dans la bande de Gaza, dans les interventions à Gaza. Ça veut dire que la France a rendu hommage à des soldats susceptibles d'avoir commis des crimes de guerre. Je trouve ça extrêmement grave. Oui, je voudrais vous demander ce que vous pensez de l'expression qui a été employée dans le débat public, comme quoi l'antisémitisme aujourd'hui était résiduel en France. Et donc, parce que moi, mon expérience personnelle, donc mon nom c'est Salomon, bon, moi je suis athée et tout ça, mais je suis né en 1953, j'ai un grand-père qui est mort à Auschwitz,
Et moi, je n'ai jamais... Bon, je ne vais pas à la mosquée ni rien, mais je n'ai jamais été en but à la... Pardon, excusez-moi, à la synagogue. Et moi, je n'ai jamais été en but à de l'antisémitisme, malgré mon nom, etc. Et moi, quand Mélenchon a dit ça, ça a vraiment... Je me suis dit, ah bah ouais, moi je suis d'accord. J'ai pas réfléchi 2 secondes. Mon première réaction, ça a été d'être d'accord. Et puis après, j'ai entendu des tas de réactions. Je dis, oula, j'ai peut-être trop vite, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Bon, je vais commencer à répondre par cette dernière parce que je voulais dire d'autres choses sur l'antisémitisme. Je pense que la déclaration de Mélenchon est maladroite, comme parfois il sait le faire. C'est-à-dire, quelque part, tous les sondages, les études faites par la Commission nationale de défense des droits de l'homme, qui fait une étude sur l'évolution de l'antisémitisme et du racisme anti-musulman etc., montre que on a franchi, enfin, au lendemain de l'indépendance, enfin de la libération de la France, l'antisémitisme est très prégnant encore en France. C'est-à-dire, et aujourd'hui, en gros, 80% des Français sont prêts à élire un président juif, un Premier ministre juif, il n'y a pas de problème. Il reste des préjugés que, oui, il y a un rapport spécial entre les juifs et l'argent qui est un peu plus important que cette chose, mais d'une certaine manière, oui, il y a quelque chose de résiduel. Ce qui ne veut pas dire que c'est, si vous voulez, ce qui était maladroit, c'est qu'en même temps, il donnait l'impression qu'il ne fallait pas le combattre. Or, ne serait-ce qu'il n'est pas résiduel parce que la montée d'une force comme le Rassemblement national est inquiétante. Mais il y a autre chose, vous soulignez, et sur lequel je n'ai pas assez d'éclaircissement, c'est comme après la seconde intifada, au moment de la déclenchement de la seconde intifada, il y a aussi une explosion des actes antisémites. Ce qui me pose problème, je n'en doute pas, je pense que c'est en partie vrai. C'est-à-dire, en partie, comme je dis, pour un certain nombre de jeunes pas forcément politisés, l'identification juif, israélien, etc., peut amener à ça. Mais en même temps, je pense qu'il y a une tentative d'étendre la définition de l'antisémitisme à la critique d'Israël. Et c'est ça qui est aujourd'hui en jeu. C'est-à-dire, ce qu'on veut nous faire accepter, c'est qu'effectivement, si j'écris Israël assassin, et alors il paraît que c'était un double S, et alors le juge a dit mais ça ressemble à SS, etc. Bon, vous êtes accusé d'antisémitisme. Donc, moi je pense que ce qui est intéressant et qu'il faut demander, c'est pas de dire il y a une vraie inquiétude dans une partie de la communauté juive, c'est vrai. Enfin, pour ceux qui sont en contact avec, il y a même des fois vraiment une très grande peur. Ça ne se traduit pas forcément par des actes concrets. Mais en même temps, je veux dire, il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire, oui, nous combattons les forces politiques, le combat contre l'antisémitisme et le racisme est un combat essentiel. Et c'est essentiel de ne pas les différencier. Et en les différenciant, c'est-à-dire ce qu'on a fait avec la manif du 12 du 13 novembre, on favorise la montée de l'antisémitisme en disant « Ah oui, mais il y a un traitement spécial, etc. » Or, la montée des actes islamophobes, il y a eu récemment dans toute l'Europe, est quand même assez fascinant. Enfin, fascinant, c'est pas vraiment le terme, et assez inquiétant. Et ça, on ne fait rien. Donc, il y a une tentative de diviser les gens. Non, il faut combattre l'antisémitisme, comme il faut combattre l'islamophobie, et voilà, sans tomber dans le discours israélien qui est de dire les Juifs sont en danger dans le monde, et puis je dirais, bon, d'une certaine manière, c'est pas Israël qui doit défendre les Juifs. Moi, je pense qu'Israël met en danger les Juifs et ne les défend pas. Donc, il faut tenir un discours qui est équilibré là-dessus. Sur les soldats franco-israéliens, je ne sais pas quels sont les chiffres, mais c'est évident qu'une partie des gens, enfin, des franco-israéliens, sont responsables. Et si on peut les traîner devant les tribunaux, il faut le faire. J'ai vu qu'en Belgique, il y a un premier israélo-belge qui a été inculpé de crimes pour avoir participé à Gaza.
c'est d'autant plus facile que, je veux dire, c'est un des trucs qui est quand même extraordinaire sur la désinhibition en Israël, c'est le fait que j'ai dit que c'était les victimes qui filmaient leur génocide, mais c'est les bourreaux qui filment leurs crimes. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire le nombre d'images, d'exactions commises par les soldats et où ils se marrent, où ils sont contents de faire sauter des quartiers, de faire sauter des... Voilà, c'est quand même... Ça donne des arguments, mais c'est très dur à mettre en œuvre parce qu'il faut trouver... C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas une inculpation de l'armée israélienne en tant que telle pour crime de génocide, il faut montrer que le soldat en question a participé vraiment concrètement. Ça ne suffit pas de dire il a été dans l'armée, donc il est coupable. Mais je pense que c'est possible et je pense qu'il faut autant que possible essayer de le faire. Mais cette question des soldats franco-israéliens, elle est importante parce que c'est celle qui alimente l'antisémitisme en identifiant les Juifs et les Israéliens. Sur peut-être dans l'ensemble, sur les organisations palestiniennes, c'est évident, une des difficultés de la situation actuelle que nous rencontrons, c'est qu'il n'y a pas de direction palestinienne aujourd'hui. L'autorité palestinienne s'est complètement discréditée depuis longtemps. Elle ne représente plus rien, elle a 5% des opinions favorables. C'est un appareil militaire et répressif, au service des Israéliens en partie. En partie, c'est comme ils reçoivent beaucoup d'argent, ça paye 150 000 fonctionnaires, donc il y a une partie de gens qui profitent, si on peut dire, de ça. Mais c'est une autorité discréditée. Le Fatah est totalement éclaté. Il ne représente rien. Le Hamas représente une force beaucoup plus structurée, beaucoup plus disciplinée et qui a gagné une influence importante. Juste un mot sur l'influence du Hamas. Le Hamas, comme vous savez, a gagné les élections de 2006, qui étaient des élections législatives, qui étaient des élections libres. Alors, autant qu'on peut tenir des élections libres sous l'occupation. Mais quand même, il y a eu des centaines d'observateurs internationaux, etc. Et tout le monde est revenu en disant c'est des élections libres, tous les observateurs européens, et ces élections avaient été tenues sous la pression des Européens. Le résultat des courses, le Hamas gagne. Alors, d'abord, c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que l'Union européenne a dit aux Palestiniens, bon, vous avez voté, c'est très bien, mais vous avez mal voté, donc vous allez être sanctionnés. C'est quand même extraordinaire quand on y pense, quoi, je veux dire. Mais au-delà de ça, il y a quand même quelque chose qui est pourquoi ils ont gagné les élections. Pour une idée, c'est-à-dire, c'est pas que les gens sont brusquement dit nous voulons plus d'islam, nous voulons la campagne électorale du Hamas. D'abord, c'est important à rappeler, le Hamas était contre les accords d'Oslo. Les élections législatives étaient dans le cadre de ces accords d'Oslo. Donc en participant aux élections législatives, d'une certaine manière, ils reconnaissaient les accords d'Oslo. Et puis ils ont tenu un discours qui avait rien à voir dit avec la charte du Hamas, qui était pour un État palestinien en Cisjordanie et Gaza avec Jérusalem-Est comme capitale. Et ils ont gagné les élections. Et pourquoi ils ont gagné? Mais pour une raison qui est évidente, si on veut, comment dire, c'est une règle évidente en sciences politiques. Si on veut se départir de l'idée que c'est le Coran qui définit les acteurs politiques, je veux dire, le Fatah avait, depuis 15 ans, dit « Nous avons choisi la voie pacifique, nous négocions avec Israël, vous aurez un État palestinien. » Au bout de 15 ans, les gens ne voient rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils votent pour l'opposition. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est pas... Et ils ont gagné, les élections de pas beaucoup, mais ils les ont gagnées. Mais il y a eu des pressions quand même israéliennes, américaines, pour que le gouvernement de l'Union nationale dirigé par le Hamas soit mis à bas. Et il y a eu cet affrontement entre le Fatah et le Hamas. Le Hamas a pris le pouvoir à Gaza et le Fatah en Cisjordanie. Alors, à partir de là, ça a été quoi la politique de Netanyahou? Oui, ça a été une politique, non pas... Enfin,
comment dire, de favoriser non pas le Hamas, mais de favoriser la division, comme il l'avait toujours fait. Pour favoriser la division, il fallait permettre que le Hamas survive à Gaza. Et survivre à Gaza, c'est compliqué, c'est une situation terrible, je veux dire, de blocus, etc. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé l'argent entrer. C'est-à-dire l'argent qui venait du Qatar avec l'appui israélien. Hein, c'est pas que c'était des faux. Il y a de l'argent qui permettait, si vous voulez, à l'autorité palestinienne à Gaza d'être juste au-dessus du niveau de la mer. Et ils ont pensé que, les Israéliens ont pensé que comme ça, ils domestiqueraient le Hamas. Et puis ça s'est retourné contre eux. Mais ce n'était pas la première fois. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du mouvement palestinien, en 1967, quand Israël occupe le territoire, il y a c'est à Gaza qu'il va y avoir la résistance armée la plus importante. Elle est menée essentiellement par le Front populaire de libération de la Palestine. C'est Sharon qui va casser ça vraiment en 4 ans. Et à partir de ce moment, il va y avoir développement de 2 tendances à Gaza. Une tendance issue des frères musulmans. Les frères musulmans étaient, comme vous savez, très influents en Égypte, donc ils ont été très influents à Gaza, et ils représentent une vraie force à Gaza. Et quel est le discours des frères musulmans à Gaza à l'époque? Et moi j'ai rencontré qui m'ont expliqué, ils ont dit, si on a été battu en 67, c'est parce qu'on est des bons musulmans. Le problème, on est des mauvais musulmans. Le problème pour nous, c'est de redevenir de bons musulmans et de islamiser la société, d'être plus strict dans l'application de la religion musulmane. Et mais, je veux dire, des dirigeants des frères me l'ont expliqué. Ils disent, bon, pour nous, l'occupation aujourd'hui, ce n'est pas la question principale. Et puis, il y avait les organisations qui se reconnaissaient dans l'OLP au sens large et qui commençaient à prendre de l'importance. Qu'est-ce qu'a fait Israël? Il a réprimé les gens proches de l'OLP et laissé prospérer les frères musulmans. Et puis ça s'est retourné contre eux aussi, parce qu'au moment en 1988, au moment de la première intifada, le Hamas, les frères musulmans ont créé le Hamas, ils sont entrés dans la lutte armée. Donc c'était un jeu politicien, si vous voulez, d'essayer de diviser, mais bon, ça, comment dire, ça ne dit rien d'une alliance stratégique entre Hamas et Israël. Je veux dire, il ne faut pas non plus être dans la... C'est simplement, encore une fois, ce que j'ai tendance à dire, les règles du jeu politique, c'est-à-dire les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Personne n'a inventé ça. Ce n'est pas en Israël, en Palestine qu'on a inventé ça. Alors, aujourd'hui, les tentatives de réconciliation entre le Hamas et le Fatah ont toutes échoué. À Pékin, il y a eu une énième tentative, parce que les Algériens avaient fait la même chose, etc. Ce qui était nouveau à Pékin, c'était l'implication des Chinois. Mais le résultat a été aussi peu productif qu'après l'implication algérienne, etc. Il y a trop de différences aujourd'hui. Et puis, il y a, à mon avis, des directions qui sont totalement sclérosées, qui ne représentent plus qui ont du mal à imaginer une stratégie. Parce qu'il ne suffit pas d'unifier les Palestiniens dans un cadre commun. Il faut aussi avoir une stratégie. Alors c'était déjà compliqué avant le 7 octobre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et puis, la réalité, c'est que, jusqu'au 7 octobre, l'autorité palestinienne contrôlait la Cisjordanie, le Hamas contrôlait le Gaza. C'était des revenus importants. C'est-à-dire ça faisait vivre toute une vie politique, une société politique, etc., et de pouvoir. Et c'est pas évident de renoncer à ça. C'est une des raisons pour lesquelles tous les accords entre le Hamas et le Fatah, qui passaient par le fait que le Hamas renonce à contrôler Gaza, ont échoué. Mais au-delà de ça, la vraie question, c'est quelle stratégie politique? C'est-à-dire, l'OLP s'est constitué après, disons l'OLP avec Yasser Arafat s'est affirmé après 1967, d'abord sur l'idée de la lutte armée et de la libération de la Palestine, et puis petit à petit sur la solution d'un compromis et d'un partage.
Aujourd'hui, c'est difficile de savoir quelle est la stratégie. Parce que je sais, il y a beaucoup de débats sur un État, deux États, mais c'est des débats totalement théoriques. Dans la réalité, il n'y a qu'un seul État, c'est Israël aujourd'hui, qui contrôle l'ensemble du territoire. Et comment partir de là pour essayer de définir une stratégie? En plus, dans un contexte, si vous voulez, un État, deux États, dans un contexte international qui fait qu'il n'y a pas un État dans le monde qui remet en cause cette idée de deux États. La légalité internationale aujourd'hui, telle qu'elle est définie par les Nations Unies, on peut la contester, etc., c'est l'idée qu'il faut un État en Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est comme capitale. Alors, comment on arrive là, ou comment on passe de là à l'idée d'un État unique où tout le monde vit au sein comme des citoyens égaux sur un même État, je ne sais pas. Je veux dire, en tous les cas, à court terme, je crois que ce n'est pas une perspective, en tous les cas. En même temps, ce que je dis toujours aux gens qui me disent « mais il faut un État, c'est utopique, etc. » La légalité internationale et l'idée de deux États, c'est une base sur laquelle on peut se battre. C'est-à-dire, si vous dites, vous ne pouvez pas, enfin, l'OLP qui représente les Palestiniens aux Nations Unies ne peut pas simplement dire, bon, maintenant on abandonne tout ça. On abandonne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on renonce à d'autres, enfin, aux conquêtes qu'on a eues, le fait qu'on est représenté aux Nations Unies, qu'on est représenté dans certaines organisations internationales, l'UNESCO, etc., c'est pas évident. Mais, comme je dis, c'est un problème pour les Palestiniens. Je me réjouis de ne pas être un dirigeant palestinien, parce que c'est vraiment, je pense que je plaisante, mais c'est un dilemme important. Mais sans doute, ça demandera l'avènement d'une nouvelle génération de dirigeants. Et ça, il faut voir comment elle est possible, avec le fait que Israël empêche ça, c'est-à-dire vraiment délibérément, c'est-à-dire ils assassinent de tous les gens qui peuvent avoir une voix dissidente. De même que, pour répondre à un argument, c'est pourquoi les Palestiniens, ils ne mènent pas la lutte pacifiquement. Ils ne mènent pas la lutte pacifiquement parce qu'on ne peut pas la mener pacifiquement. C'est-à-dire que si on descend manifester, on se fait tirer dessus. C'est pas un choix palestinien. C'est Mandela qui dit le choix de la violence n'est jamais celui de l'opprimé, c'est celui de l'oppresseur. Et je crois que ça, c'est vraiment très, très important. Dernière chose sur le soutien Israël, le soutien des USA à Israël. Bon, vous savez, il y a eu des milliers de livres qui ont été écrits sur cette affaire des relations entre Israël et les États-Unis. Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'en 1967, le soutien à Israël est beaucoup plus mesuré que celui qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup plus. C'est-à-dire, par exemple, l'armement d'Israël, c'est l'armement français, ce n'est pas l'armement américain. C'est 1967 où il y a à avoir à ce moment un engagement politique. Bon, il y a eu, évidemment, il y avait un lobby pro-israélien assez puissant aux États-Unis qui a amené les États-Unis, après un moment d'hésitation, à soutenir à reconnaître Israël. C'était pas gagné. Il y avait des pressions différentes. Il y avait des gens qui ne voulaient pas, penser que ça allait remettre en cause les rapports entre les États-Unis et notamment l'Arabie saoudite et les pays pétroliers. Enfin bon, il y a eu plein de choses qui ont joué et ça a été chaque fois des rapports de force. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que cette alliance, elle est en partie le résultat de la présence d'un lobby pro-israélien qui est en partie un lobby juif et en grande majorité un lobby fondamentaliste chrétien. C'est eux qui jouent le rôle le plus important d'un point de vue de la politique intérieure. Mais Chomsky pense, et moi je partage, que en fait, il n'y a jamais eu de contradiction réelle entre les objectifs israéliens et les objectifs américains. C'est qu'Israël s'est toujours inscrite dans le cadre, et ça c'est depuis la guerre froide, dans le cadre des objectifs américains et a toujours servi à la politique américaine dans toutes les sales besognes, le soutien aux dictatures en Amérique latine, le soutien au régime de l'apartheid. En plus, je veux dire, ils pouvaient négocier comme
enfin, je veux dire, des interventions en direct, les Américains sans être directement impliqués, etc., etc. Donc, je dirais d'une certaine manière, non seulement Israël est le seul pion américain stable dans la région, parce que demain l'Égypte peut tomber, l'Arabie saoudite peut tomber comme l'Iran est tombé, mais il est aussi prêt à faire toutes les sales besognes que les Américains demandent. Et il y a donc une vraie convergence stratégique entre les deux, et je pense que c'est ça qui fonde le... Mais ce qui est important aussi à comprendre, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. C'est qu'il y a eu un moment où une partie de la direction américaine pensait que, notamment c'était le cas des républicains qui étaient beaucoup moins pro-israéliens que les démocrates, qui pensaient que Israël remettait en cause les intérêts américains dans la région. Mais face à ceux qui disent que Israël remet en cause les intérêts américains dans la région en affaiblissant les pays arabes, etc., il faut aussi dire, je ne vais pas parler des pays arabes, mais je veux dire que la passivité des pays arabes fait que on ne peut pas dire que face aux Israéliens, les pays arabes aient pesé de manière importante pour obtenir une évolution de la politique américaine. Voilà. Oui, je demandais si vous n'étiez pas en train de suggérer que les lobbies, en quelque sorte, de chrétiens fondamentalistes américains, des born-again Christians, entre autres, est sans importance sur un plan politique? Je voulais m'exprimer sur le droit international et vous poser une question par rapport à ça. Il y a quelques jours, la communauté internationale, par le truchement de l'ONU, je crois, a reconnu au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. Le peuple sahraoui, je rappelle, le Sahara occidental. Aujourd'hui même, Macron a expliqué que... Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais ça voulait bien dire... Il ne marche plus le micro, là. Et aujourd'hui même, le président Macron, en visite officielle au Maroc, avec tous les patrons qui l'accompagnaient, a expliqué que... a reconnu officiellement que la France reconnaissait la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, Macron s'est complètement assis sur le droit international, et ce, de façon extrêmement provocatrice, à quelques jours seulement de la décision, de l'avis, puisque c'est un avis, de la communauté internationale. Ceci est effarant et augure mal du sujet qui nous préoccupe sur l'autodétermination du peuple palestinien. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que la notion de droit international a encore du sens aujourd'hui? Je voudrais juste, en regardant la situation au Moyen-Orient, donc je me pose la question, si un projet est en cours actuellement, un projet de changement de la situation au Moyen-Orient, si je réfère aux déclarations de plusieurs chefs d'État des pays arabes, par exemple Netanyahou, nous allons changer tout le Moyen-Orient, et la déclaration du roi d'Arabie Saoudite que le Moyen-Orient, dans quelques années, ça sera l'Europe, et puis il y a des pratiques qui vont dans ce sens
là la normalisation avec certains pays arabes, etc. Et puis, donc, l'obstacle principal à ce projet, c'est la question palestinienne. Donc, il faut effacer la question palestinienne de la carte du Moyen-Orient en vue de ce projet. Et ce qui confirme ce que je dis, qu'il n'y a pas un seul pays arabe qui est indépendant actuellement. Base militaire en Jordanie, base militaire en Irak, des Russes en Syrie, base militaire au Qatar, aux Émirats arabes unis. Donc il y a des régimes qui n'ont aucun lien avec les aspirations du peuple arabe, leur aspiration à la liberté et à la démocratie. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez parce que tout le monde en parle, un nouveau Moyen-Orient. Merci beaucoup. Je quitte un peu l'actualité, mais est-ce que vous auriez des idées sur les raisons pour lesquelles, après la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni a décidé de prendre le contrôle de la Palestine et de quitter ce contrôle en 1948? Bon, commençons par un peu d'histoire alors. Vous savez que donc, toute la région du monde arabe, à l'exception de l'Égypte, était sous contrôle de l'Empire ottoman en 1914, au moment de l'éclatement de la Première Guerre mondiale, et que à partir du moment où les Alliés, c'est les Français et les Britanniques, à l'époque les Russes, avant la Révolution soviétique, étaient en train de gagner, ils ont négocié pour se partager la région. Alors, les frontières ont varié selon les moments. La France avait des visées sur la Palestine pour des raisons historiques qui tiennent au lieu saint chrétien dont elle avait catholique dont elle avait chrétienne dont elle avait la gestion ou la responsabilité, et puis bon, une espèce de mythologie comme ça des croisades et autres. Mais finalement, après des négociations très compliquées, c'est les Britanniques qui ont pris le contrôle de la Palestine. Pourquoi ils prennent le contrôle de la Palestine? Parce que c'est le flanc est du canal de Suez. Si vous regardez une carte, le Royaume-Uni contrôle déjà l'Égypte. Le canal de Suez, sur son flanc est, est contrôlé par la Palestine. Et donc, pour eux, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que le canal de Suez, c'est la veine jugulaire de l'Empire britannique qui relie le Royaume-Uni à l'Inde, qui est la perle de l'Empire. Et donc ça, c'était très clair, les raisons étaient très claires. Et ces raisons vont rester très longtemps, c'est-à-dire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et même après la Seconde Guerre mondiale. Il faudra il n'était plus une grande puissance, il était dans une crise économique inimaginable. Les Américains l'ont fait vraiment chanter parce qu'ils avaient avancé des crédits, ils ont augmenté le remboursement des crédits, et qu'ils ont négocié le remboursement des crédits contre des bases, des trucs, etc. Bon. Et à un moment, les Britanniques ne pouvaient plus soutenir leur présence en Palestine, d'autant plus qu'en 1947, comme vous savez, l'Inde accède à l'indépendance. Donc l'importance stratégique de la Palestine est beaucoup moins décisive, quoi. Et donc, avec des contradictions, les Britanniques vont être... vous savez qu'après, en 1945, malgré que la figure de Churchill qui dirige les conservateurs, c'est les travaillistes qui gagnent les élections, qui sont censés être très pro-israéliens, mais pro-sionistes, et en fait, ils vont mener une politique assez hostile à l'État d'Israël, ce qui permet d'ailleurs, c'est une des raisons qui permet
aux sionistes de dire nous étions un mouvement anti-impérialiste parce que nous avons combattu la Grande-Bretagne, ce qui était totalement faux, mais je veux dire, c'était simplement, comment dire, de la même manière qu'en Rhodésie, les Blancs avaient, à un moment, se sont opposés aux Britanniques, c'est parce qu'ils voulaient le contrôle, c'était pas du tout pour d'autres raisons. Donc, à partir du moment, ils ont renoncé parce qu'ils n'étaient pas une grande puissance, et donc ils se sont retirés en laissant le chaos, comme il faut dire que dans les... Je ne suis pas un grand admirateur de la colonisation française, mais le nombre de crises que les Britanniques ont laissées derrière eux, Inde, Pakistan, avec des millions de morts et la partition, la Palestine, Chypre, enfin il y a eu des tas de choses où ils ont laissé vraiment un chaos qui pèse jusqu'à aujourd'hui. Sur remodeler la région, oui, bien sûr, c'est un vieux rêve. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est les Israéliens qui le portent. Et d'une certaine manière, les Américains, si vous voulez, les Américains laissent les Israéliens faire avec une certaine admiration, entre guillemets, parce qu'en disant, regardez, ils ont détruit le Hezbollah, le Hamas, etc. etc. Mais pour l'instant, ils ne veulent pas, c'est-à-dire, ce qu'ils ne veulent pas, les Américains, c'est mettre des forces sur le terrain. C'est-à-dire, il y a eu l'expérience de l'Irak, parce que ce n'est pas la première fois, je l'ai dit tout à l'heure, où il y a cette idée nous allons redessiner la carte. C'était le discours de Bush et Condoleezza Rice sur le nouveau Moyen-Orient, le grand Moyen-Orient, et quand nous avons remarqué que c'était quand même, ça n'avait rien de nouveau, il y avait plein de guerres, elle disait c'est les douleurs de l'accouchement. Ce à quoi ça a abouti, c'est la destruction de l'État irakien, et puis après la naissance d'Al-Qaïda, de l'État islamique. Il faut quand même rappeler que c'est pas la CIA qui a créé l'État islamique, contrairement à ce qu'on peut dire ici ou là, mais c'est l'intervention américaine en Irak qui a permis à l'État islamique de se développer. Avant, il n'existait pas, il n'y avait même pas, ça n'existait pas. C'est dans la lutte contre l'occupation américaine que l'État islamique s'est produit. Donc, il y a sans doute des rêves aujourd'hui comme cela, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont plus de chances de réussir. C'est vrai que la situation est terrible dans le monde arabe, c'est-à-dire qu'on a des pouvoirs, soit des pays en guerre civile, c'est-à-dire le Yémen, la Libye, la Syrie, l'Irak, pas en guerre civile, mais enfin avec des divisions importantes, soit des régimes très faibles qui ne vivent que par la répression et qui sont alliés aux Américains. Mais ça ne fait pas une situation stable. Et ça, si vous voulez, si je prends un exemple, redessiner la carte du Moyen-Orient, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'Égypte? L'Égypte a un dictateur terrible, c'est un État failli. Je ne vois pas d'ailleurs l'intérêt que les États-Unis auraient d'en prendre le contrôle direct, ni je ne vois pas qui pourrait mettre à la place. C'est-à-dire c'est pas qu'ils auront des gens redessiner le Moyen-Orient, ça demande de mettre de nouvelles élites. En 82, quand les Israéliens envahissent le Liban, ils ont un candidat qui est Jmaïel, le dirigeant de l'aile droite, enfin des partis phalangistes, et ils ont une solution. Quand, en 2003, les Américains envahissent l'Irak, ils ont un projet, ils ont l'idée de mettre des élites chiites et kurdes au pouvoir, et ça a totalement échoué. C'est la seule conséquence à terme, c'est qu'on a divisé l'Irak en termes totalement confessionnels. Ce n'était pas avant, c'est-à-dire que... Mais la lecture, réellement, la lecture des Américains, de la région en général, ils comprennent les confessions. C'est-à-dire, ils disent oui, les maronites. Pour eux, c'est la seule grille d'analyse. Et c'est possible qu'aujourd'hui, ils essayent de faire ça, mais encore une fois, je ne vois pas sur qui ils peuvent s'appuyer. Les élites, à l'heure actuelle, que ce soit saoudiennes, égyptiennes, etc., sont avec eux. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Je pense que s'il y a une tentative de redécouper au sens brutal, je pense que ça ne peut que se retourner contre les Américains. Et moi, je ne pense pas qu'ils vont réussir cette fois plus que dans les autres fois. Sur le droit international, oui, vous avez raison, sur le Sahara occidental, bon, il faudrait développer sur le Sahara occidental. Effectivement, la France bafoue le droit international.
je veux dire, c'est sûr que le fait que la Cour internationale de justice ait pu prendre une position sur l'illégalité de l'occupation israélienne, sur le risque de génocide, que le procureur de la Cour pénale internationale a demandé l'inculpation de Netanyahou et Gallant, le ministre dans un premier temps, moi, ça m'a donné un peu, franchement, ça m'a donné de l'espoir. C'est-à-dire que l'idée que, effectivement, si on avait une prise de position, et je reste encore convaincu que si la Cour pénale internationale inculpe Netanyahou, même s'ils inculpent en même temps un dirigeant de Hamas, ça aura un poids important. Mais ils sont... Khan, qui est le procureur de la Cour pénale internationale, celui qui a demandé la mise en examen, il est aujourd'hui victime d'une campagne absolument démente. Il est allé à la BBC, il a expliqué que sa famille était menacée. C'est-à-dire que sa famille recevait des coups de téléphone en disant si il continue, etc., ça va mal finir. Etc. Vous avez entendu parler de ça? Vous avez entendu une réaction d'un dirigeant occidental dire la Cour pénale internationale qu'on a portée aux nues quand elle a inculpé en 2 semaines Poutine, là, brusquement, c'est devenu quelque chose de... Enfin, je dis, bon, voilà. Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui risque d'être, au-delà des victimes de la Palestine, qui est évidemment une victime, c'est le droit international qui risque d'être définitivement discrédité, et ça nous fait rentrer dans une logique de la loi de la jungle, c'est-à-dire, et c'est ça qui est dangereux. Je vous remercie et je m'arrête là parce que c'est un peu fatigant.